Sylvain, donc bienvenue à une nouvelle émission là, Dans notre coin. Ben oui, salut Jen, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, tu sais que le jingle d'ouverture, on a fait faire ça il y a 10 ans pour la première émission de Dans notre coin par le Mercedes Band. Ah, quand même, ça vieillit bien en tout cas. Ça vieillit bien. Ouais. Le Mercedes Band, c'est une émission, c'est un groupe de musique qui joue avec Jean-Marc Parent dans le temps de l'ère JMP. Flash tes lumières. Flash tes lumières, ça c'est tous eux autres. Et je travaillais beaucoup avec Régent Lachance dans le temps. Puis là, 10 ans, j'ai demandé en blague quasiment, tu me ferais tout ça un jingle d'émission? On fait une émission qui s'appelle Dans notre coin, on aurait besoin d'un jingle. Puis il l'a fait. C'est fin? C'est fin. C'est Vraiment? fun. Puis moi, j'ai eu la chance de filmer une coupe de show avec eux autres OK. par après. Fait que c'est vraiment cool, l'émission continue avec la même jingle Ouais. chantée par le Mercedes Band. C'est le fun? Super, ouais. Hey. Donc, cette semaine, Eliette nous amène toujours dans la découverte des poutines de la région. On s'en va où cette semaine, Sylvain? On s'en va au Petit Barry. OK. J'ai jamais été mangé là. Moi non plus. Puis honnêtement, j'ai vu la capsule derrière, Ouais. puis ça me donne le goût d'y aller. OK. On s'arrange ça. Ouais. Allons-y. C'est devenu une entreprise familiale en 1993 quand ma mère l'a acheté. Ensuite, ma mère elle a fait plusieurs années. Elle m'a donné l'opportunité d'acheter ce qu'elle avait commencé, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai intégré ma partenaire dans l'équipe qui était une de mes employées. Mon fils qui est rendu aussi dans l'équipe, très important. Fait que 3e génération, on est vraiment fiers. Puis on a l'intention de continuer encore très longtemps. Puis c'est ça, c'est votre 30e année cette année. Comment est-ce que tout se passe? Qu'est-ce que vous remarquez de vos clients? Ici, dans la région, ce qu'on remarque, c'est qu'on est sur la map maintenant, Pine Hill. On était des gens, on dirait qu'on était loin, on était éloignés. Puis les gens, dans les dernières années, ils n'ont plus peur de l'éloignement. Au contraire, la COVID a permis aux gens de voyager et à nous découvrir. Fait que ça a changé beaucoup de choses, puis on en est fiers. Parce qu'on savait que c'était une belle place, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Ensuite, j'ai enchaîné pour te demander de nous parler de votre poutine, en fait. Qu'est-ce qui la différencie des autres poutines de la région, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle soit meilleure? En sorte qu'elle est la meilleure, bien, toute l'attention qu'on met dans notre travail, dans le choix de nos aliments, toujours la qualité numéro 1 dans tout ce qu'on choisit. Nos fournisseurs pourraient vous le dire. On est vraiment difficile. Et puis le reste, mais je peux pas vous le dire. C'est un secret familial. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur le choix de vos ingrédients, par exemple? Bien, la patate, une patate de qualité, vraiment, avec aucun produit chimique dessus, rien. Notre huile, toujours propre, toujours changée, qui ne goûte jamais le brûlé. Le choix de ce qu'on choisit de cuire dans notre huile pour ne pas gâcher le goût de nos patates est bien important. Chaque petit détail compte qui fait que le résultat final est extraordinaire. On est de retour avec une poutine. Cette fois-ci, on est au Petit Barry, à Pine Hill. À première vue, les frites ont l'air excellentes, sont comme dorées, croustillantes, ils ont l'air tellement bonnes. Sont d'une bonne taille aussi. Cette fois-ci, par contre, la poutine n'est pas faite en étage, fait qu'ils l'ont vraiment juste faite frites, fromage, sauce par-dessus. Fait qu'on va voir comment ça tourne. Donc, je vais essayer une bouchée avec un peu de tout. La propriétaire me disait que dans le fond, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils font vraiment attention à la sélection des aliments, s'assurer aussi que l'huile soit toujours changée pour pas qu'elle goûte le brûlé. Puis je pense que ça vraiment, ça fait une différence, je pense, avec les frites. Elles ont l'air moins brunes, elles ont l'air moins brûlées, puis elles sont plus croustillantes. Elles sont même un petit peu sucrées même. Fait que là, je pige dans ma poutine. Puis les frites restent croustillantes, c'est quand même, pour moi, c'est un de mes critères qui est quand même assez important, d'avoir des bonnes textures à travers l'expérience de manger la poutine. Donc pour mes notes, moi les frites, c'est vraiment un wow. Je pense que j'irai avec un 9 sur 10 très fort. La sauce est bonne, la texture de la sauce est bonne, je lui donnerais
8 sur 10, je pense. Puis le fromage, ben il fait quick. Puis ils se font bien dans la poutine, ça garde son intégrité dans le fond, fait que je dirais un 10 sur 10. Je suis pas très piquée sur mon fromage, mais je pense que ça fait vraiment une bonne poutine. Donc, de retour après la capsule d'Eliott, donc la poutine du Petit Barry, quelle note elle a obtenue, Sylvain? 90 Oh, on a un petit quelque chose de plus. Ça me donne encore plus le goût de l'essayer. Oui, vraiment. Donc, Eliott, c'est très structuré, ces évaluations. Donc, elle a évalué, je pense, les frites, la sauce, le fromage. Mais c'est vraiment une évaluation personnelle. Hein? Ouais. On ne partage pas nécessairement les mêmes critères. Effectivement. Parce qu'on a chacun nos goûts. Mais elle, c'est son évaluation à elle. C'est qu'on ça qui est intéressant de voir une fille de l'extérieur, parce qu'Eliott vient de Montréal, et essayer les casse-croûtes de la région d'un œil extérieur, voir quelle note qu'elle lui donne. Ouais. Ça m'intéresse. On va aller goûter à ça au Petit Barry. Donc, on poursuit. Oui, c'est ça. Tu pensais t'annoncer la capsule. Ah oui. Ben là, on l'a y déjà vu. On y arrive. Donc, on poursuit avec... La chronique de reptiles. Oui, cette semaine. On parle de pitons. Ah, Passion Python. Ben oui, pas des pitons, des boutons ici et là. Ah là. Non. OK, excuse-moi. Le serpent. Ah, OK. Ouais. C'est toi qui as tourné ça, Sylvain? T'aimes ça, les J'aime serpents? pas tant que ça, puis c'est pas moi qui l'ai tourné, Non. heureusement. On va aller voir Dalton, c'est lui le Oh, Hello, I'm Dalton from D Reptile Expert. I have a passion for reptiles, and I'd like to educate kids and all people around Quebec about reptiles. Bonjour, mon nom c'est Angela, je suis l'assistante de Dalton Doer aujourd'hui. Il s'appelle Dalton D Reptile Expert et son passion c'est pour traquer les reptiles et éduquer les enfants et le monde à propos des reptiles. Today I want to talk about royal pythons, also known as the ball python. And one interesting fact about the python is that humans only have 34 vertebrae where snakes can have over 200 to 400 vertebrae. And as you can see the snake right now, when his tongue flicks out like that, is because he's sensing. So what he's doing is he's taking that top of that tongue and touching the top of his plate, which is where the organ called the Jacobson is, and is touching the nervous system so he can feel what's around his area. Aujourd'hui, Dalton va vous parler des ball python. C'est un serpent pour les commenceurs qui aiment les reptiles. Pas comme un personne, il y a 32 vertébrés dans leur colonne. Et un serpent, elle a 200 à 400 vertébrés dans sa colonne. Quand sa langue, elle sort, et c'est parce qu'il est en train de sentir, et ça touche un globe dans son cerveau. Ça s'appelle le global Jacobson. Puis ça lui fait sentir, sentir et savoir s'il y a un danger. Also, as you can tell on snakes, that their skin is made from keratin, the same stuff that your hair and your nails are made from. So, for example, like if it was just our skin, because since snakes don't have limbs, the keratin is more thicker, so when they're putting friction on the ground, it doesn't burn their skin. Des serpents, leur peau est beaucoup comme les cheveux d'un humain, mais elle est un peu plus épais pour que quand il passe à terre, il se fera pas mal, mais ça pousse vraiment comme les ongles de tes doigts et de tes cheveux. Ça s'appelle du keratin. Also snakes, a lot of snakes are nocturnal, and the ball pythons are nocturnal, but you can find them in Africa, in Tongo, and they usually live in dark, rocky areas, and that's the best spot where they can catch their prey. Les ball pythons, c'est des animaux pour la nuit. Ils se cachent dans des rochers, dans des cavernes. Ils restent où c'est humide et qui ne fait pas clair, et ils sortent rarement dans la journée. C'est toujours la nuit qu'ils sortent pour manger et pour faire ses petites sorties.
Also that snakes, like ball pythons, are very sturdy, which is because they want to hold on. So a lot of the time people think that snakes are trying to smother them. It's usually a myth. Anyways, as you can see, right on the bottom of the snake when it's a male, there's always going to be these little hook things at the bottom of their tail. They're little spears. It's so when they breed, the spears can clip into the girl and she cannot escape. And it's that's just how it's done. Les ball pythons, du monde pense qu'ils veulent vous écraser, ils se mettent autour de vous. C'est pas pour vous écraser, c'est pas pour vous faire de mal, c'est la manière qu'ils vont se tenir pour pas tomber, pas se blesser. Ça vous écrase pas. Eux autres, ils ont des petits crochets dans la boue de sa queue. Ça, les mâles, ils ont 2 petits crochets ici pour quand ils reproduisent avec une femelle, ils s'accrochent un dans l'autre. Ça ne leur fait pas mal. Et aussi, les petits crochets, ils utilisent ça aussi pour se tenir dans les arbres, dans les choses qui pendent. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. La prochaine capsule, ça va être sur des bearded dragons. On est très content que vous avez écouté notre petite émission aujourd'hui. Et vous allez revoir Dalton Dewar dans les prochaines émissions. Merci beaucoup. Tu sais que plus je regarde les chroniques de CrossFit, plus ça me tente d'essayer ça, hein? OK. Ouais. J'ai hâte de voir. Ben oui, ben justement, on va aller voir une prochaine capsule. Ça parle de CrossFit, au CrossFit APX. Exact, on y va. Oh, Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du concept de la pyramide du CrossFit. Qu'est-ce qui crée une bonne fondation pour le CrossFit? Qu'est-ce que CrossFit pense qui est le plus important dans ce sport-là? Donc, une pyramide, une maison, un bâtiment va toujours être seulement aussi fort que sa fondation, que sa base. Donc, plus notre base est grande et solide, plus on peut bâtir sur celle-ci puis atteindre des objectifs élevés. Au CrossFit, la base de notre pyramide, on parle de la nutrition. Pourquoi la nutrition? Bien parce qu'on est ce qu'on mange. Donc, moi, quelqu'un qui arrive ici qui me dit « Écoute, je veux me mettre en forme », la première chose qu'on va regarder, c'est pas le nombre de temps qu'il peut s'entraîner, c'est pas ses capacités cardiovasculaires, c'est sa nutrition. C'est la première chose qu'on va regarder, qu'on va ajouter des changements, ça va être la nutrition. Parce que si on mange pas bien, bien, on récupère moins bien, on a moins de capacité de bâtir des muscles. Fait que c'est vraiment la première chose à laquelle on va s'attaquer, ça va être la nutrition. J'aimerais aussi rajouter, parce que oui, c'est important, la nutrition, mais il y a aussi le sommeil. Pourquoi le sommeil? Bien, on peut manger super bien, on peut avoir les meilleurs aliments, la meilleure diète, mais si on ne dort pas, si on ne se repose pas, on ne sera pas capable de récupérer et de performer. Donc, pour moi, selon moi, les deux vont ensemble, nutrition et récupération. Juste après la nutrition, ce qui est le plus important dans le CrossFit, c'est ce qu'on appelle le conditionnement métabolique. Donc, vos capacités cardiovasculaires, à quel point, comment vous êtes capable de courir, quelle est votre endurance cardiovasculaire. Donc, on ne parle pas encore de poids, de gymnastique, de sport spécifique, mais quelles sont vos capacités métaboliques, à quel point vous êtes capable de pousser. C'est vraiment la deuxième étape. Ça, on peut travailler ça soit avec la course à pied, avec les rameurs, avec n'importe quel exercice qui va être cardio. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étage de notre pyramide, ce qui va faire que vous allez être capable de performer sur quelque chose de plus spécifique en haut. Après le conditionnement métabolique, on a la gymnastique.
Donc, tout ce qui va être les barres, donc les pull-ups, les anneaux, les ring muscle-up, peu importe, pensez à gymnastique, ça va être de la coordination. C'est notre 3e étage de la pyramide. Donc, quelqu'un, moi, qui me dirait « je vais être super bon en gymnastique », OK, parfait, mais est-ce que tu as un bon conditionnement métabolique? Est-ce que tu as une bonne nutrition? Parce que ça sert à rien de t'attaquer là-dessus puis de passer la majorité de ton temps sur la gymnastique si ta nutrition et ton conditionnement métabolique est plus petit. Ensuite de ça, on va monter vers ce qu'on appelle le weight lifting. Donc, weightlifting, oui, on parle d'haltérophilie, mais selon moi, on parle aussi de force brute. Donc, quelqu'un qui me dirait, moi, je mange super bien, gymnastique, je suis pas pire, j'ai pas de cardio, mais je suis super fort, mais c'est pas nécessairement l'avenue à emprunter. Donc, je vais suggérer à quelqu'un comme ça d'aller chercher plus de conditionnement métabolique, plus de cardio, puis travailler un petit peu plus sa motricité fine, la dextérité, la coordination, puis ensuite s'attaquer au weightlifting. Et en dernier de tout, on a les sports. Qu'est-ce qu'on veut dire par sport? Si j'ai une super bonne nutrition, j'ai un bon sommeil, je dors mon 8-9 heures par soir, j'ai un très bon cardio, j'ai un très bon métabolisme, mon conditionnement physique est excellent, je suis bon en gymnastique, je suis quand même bon, je suis fort, mais pas l'homme le plus fort au monde, mais tu sais, je suis quand même fort. Bien, je peux aller m'attaquer à plusieurs sports. Je peux faire de l'escalade, j'essaie de faire l'escalade, j'ai une bonne endurance musculaire, j'ai une bonne dextérité, j'ai une bonne notion de mon corps dans l'espace à cause de la gymnastique. Donc, je peux essayer de faire de l'escalade, je peux essayer de faire du ski alpin, je peux aller jouer au volleyball, je peux jouer au soccer, je peux jouer au hockey. Donc, ce qui veut dire que si on a un athlète qui a un sport spécifique, comme un joueur de hockey, mais qui a de la difficulté à performer dans son sport, bien, c'est là que le CrossFit peut l'aider à performer dans son sport spécifique. Pourquoi? Parce que le CrossFit va englober beaucoup d'autres choses qui vont bâtir une fondation très solide pour un sport spécifique. Donc, le CrossFit, oui, c'est un sport généraliste qui englobe plusieurs choses, mais ça peut être un accessoire pour quelqu'un qui veut être un spécialiste dans son sport. Ça peut être quelque chose qui va l'aider à performer dans son sport à lui. Donc, des fois, on voit des athlètes qui vont stagner dans leur sport à cause que peut-être ils ont une mauvaise nutrition, ils n'ont pas nécessairement un bon cardio. En gymnastique, ils sont so-so ou peut-être qu'ils ne sont pas assez forts. En intégrant le CrossFit, ça peut être des camps d'entraînement, je dirais l'été pour les gens qui jouent au hockey. Puis après ça, quand ils vont arriver dans leur saison hivernale de hockey, bien, ils vont avoir bâti une bonne fondation puis qui va refléter directement dans les performances de leur sport. Donc le CrossFit, ça peut être votre sport principal, comme ça peut être un accessoire pour vous aider à performer dans votre sport. Donc, on est de retour de la capsule du CrossFit APX et on poursuit avec la chronique de Sylvain pour Passion Floride. Donc, cette semaine, Sylvain, tu nous amènes où? Moi, là, tu le sais, j'aime tellement les marchés aux puces. Je suis souvent ici au marché aux puces à la Chute. Je croise beaucoup de monde là-bas. Et je suis allé en Floride et je cherchais des marchés aux puces. OK. Et j'en ai trouvé 2 qui sont mes préférés. Lesquels? Le Yellow Green et le Swap Shop. Le Yellow Green, tu arrives là-bas, tu es accueilli par une odeur de restaurant, de viande, de barbecue américain, presque Texan, americano. Et tu arrives là en partant, il y a comme une centaine, voire même de kiosques à nourriture qui offrent de tout. Il y en a pour tous les goûts. J'ai rencontré un Français qui fait des crêpes. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait des smoothies, des Buddha balls. Il y a de tout, absolument tout. Et à l'intérieur, on retrouve ce qu'on trouve dans un marché aux puces commun, des boutiques, des trucs comme ça, des marchés. Puis au Swap Shop, c'est à l'intérieur. Puis ça me fait penser au cinéparc de Saint-Eustache. OK. Parce que le soir, c'est aussi un cinéparc. OK. Et là, tu arrives, tu es accueilli par les gros écrans comme à Saint-Eustache. Fait que je me retrouvais un peu comme chez nous là-bas, mais il n'y a personne qui parlait français. Donc, on va aller découvrir ça, puis j'imagine que ça va nous donner faim.
Cette semaine, je vous emmène dans des marchés aux puces, le Swap Shop et le Yellow Green. Bien plus qu'un marché aux puces, le Yellow Green Market en Floride est une expérience sensorielle unique qui marie l'authenticité des marchés traditionnels avec la diversité culturelle propre à la région. Situé dans le comté de Broward, ce marché dynamique est devenu une destination incontournable pour les résidents locaux et les visiteurs avides de découvertes. Le Yellow Green Market se distingue par sa vaste étendue de stands électriques qui proposent de tout, des produits frais cultivés localement aux objets artisanaux uniques, en passant par une variété d'options culinaires alléchantes. Avec ses quelques 300 vendeurs, le marché offre une diversité impressionnante qui capture l'essence vibrante de la Floride. Ce qui rend l'endroit magique, c'est que le Yellow Green Market vous offre des stands de cuisine internationale qui vous invitent dans un voyage culinaire, offrant des plats inspirés du monde entier. Que vous soyez amateur de tacos mexicains, de sushi japonais ou de délices méditerranéens, de barbecue de smoothie, ce marché ravira vos papilles avec une variété de choix gastronomiques. Les amateurs d'art seront également comblés par la sélection dédiée aux créations artisanales et aux œuvres d'art locales. Des bijoux faits à la main, aux peintures uniques, le marché est un paradis pour ceux qui apprécient l'originalité et le talent artisanal. Enfin, l'ambiance animée du Yellow Green Market crée également une atmosphère festive. Des événements spéciaux, des performances musicales et des animations ponctuent régulièrement le marché, ajoutant une touche de vivacité à chaque visite. Maintenant, je vous présente le Swap Shop Flea Market en Floride, un endroit animé et diversifié pour les amateurs de bonnes affaires et les chasseurs de trésors. Le Swap Shop Flea Market, c'est bien plus qu'un simple marché aux puces. C'est un lieu où la communauté se rassemble pour vendre, acheter, échanger une variété infinie de marchandises.
Le marché propose des stands de vêtements, des articles ménagers, des meubles électroniques, des jouets, des bijoux d'œuvres d'art et bien plus encore. Que vous cherchiez des articles vintage, des produits artisanaux uniques ou des objets du quotidien à des prix abordables, vous trouverez sûrement quelque chose qui attirera votre attention. Le marché propose également des stands alimentaires proposant une délicieuse variété de cuisine locale et internationale. C'est l'endroit idéal pour faire une pause gastronomique tout en explorant les allées remplies de trésors. L'endroit me fait beaucoup penser à Saint-Eustache pour le cinéparc à l'extérieur et pour les arcades à l'intérieur. Fin à cette émission, donc dans notre coin. Donc, d'autres belles découvertes cette semaine, encore une fois. Ben oui, hey, la poutine, du barbecue, des smoothies. Je pense qu'il y a du crossfit là-dedans pour nous ramener sur Terre. Effectivement. Maudit. Donc, on se voit la semaine prochaine avec des nouvelles capsules. Salut! Wow!